C'est horrible. Ça, ces housses-là, c'était une catastrophe. Vous voyez les housses de pressing blanches, c'était vraiment ça. Voilà, mais tout fermé, bien sûr. Ça, c'était une catastrophe. Oh, ça a duré la toute première phase du confinement, les housses. Parce qu'on ne savait pas. Post-mortem, est-ce qu'on continuait à être porteur et à le donner? C'était horrible. D'ailleurs, la première, j'ai eu énormément de mal. Et je me rappelle parce que j'avais mes médecins avec moi et qui m'ont dit on le fera ensemble. De fermer cette housse, on a l'impression de les étouffer. Alors qu'ils sont morts, les gens. Mais on avait l'impression... Cette sensation de housse, c'est un truc que je n'ai pas supporté. Clairement. Je crois que c'est la chose la plus négative. Et de se dire que derrière, plus personne n'allait le voir. C'est comme si on n'est rien, on n'est plus rien. En fait, les gens, c'était plus monsieur ou madame, c'était le Covid. La traversée. Épisode 2, disparaître. Mars-avril 2020. Les décès des patients Covid se précipitent. Un problème inédit pour beaucoup de soignants. Que faire du corps mort contagieux? Mise en housse, javel, les protocoles arrivent les uns après les autres. Entre déshumanisation et protection, comment traverser cette épreuve? Alors, du coup, effectivement, il y a une housse obligatoire pour certains décès avec des maladies transmissibles très graves, mais du coup très rares aussi. Et comme c'était une maladie nouvelle, très contagieuse, dont on ne savait pas grand-chose, on a dit que par sécurité, pour éviter des contaminations, on utiliserait cette housse. Après, moi, en tant que médecin, je suis assez loin des soins corporels et des histoires de housse, en réalité. Habituellement, quand il y a un décès, c'est moi qui suis chargée de prévenir la famille, de les accompagner jusqu'à la chambre, de leur demander s'ils ont des questions, etc. Mais après, en fait, je laisse la main aux infirmiers et aides-soignants. Je vois pas forcément ce qu'il y a après. Je m'appelle Sophie Alvizet, je suis médecin et j'étais médecin réanimateur pendant la première vague du Covid. J'étais diplômée depuis assez peu de temps, depuis 2017, mais j'exerçais auparavant en infectiologie et j'exerçais en réanimation que depuis novembre 2019, donc très peu de temps avant la première vague. Et j'ai quitté mon poste en octobre 2022 et donc actuellement je n'exerce pas. Pour le moment. J'avais besoin de vacances prolongées. Et du coup, ça n'a pas forcément été possible plus tôt. J'ai même fait un burn-out, en fait, au printemps 2022, et je suis revenue travailler un peu avec l'idée de m'arrêter un petit temps. Est-ce que ça a un lien, en tout cas, avec l'histoire du Covid, avec ce que vous avez vécu à cette période-là? Moi, je pense que ça a très probablement un lien parce qu'on travaillait avec des horaires qui étaient très anormaux et avec des temps de repos qui étaient très anormaux aussi, du fait de la conjoncture générale. Je ne suis pas capable de dire si ça vient que de la première vague. Pour moi, il y avait clairement cette histoire d'horaire. Il y a aussi clairement les histoires de loisirs interdits sur les temps de repos parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est danser. Et la danse, c'était interdit très tôt et c'était réautorisé très tard à chaque vague. Et la dernière chose, c'est que, première vague ou pas, l'AREA, il y a quand même une difficulté à gérer tout ce qui se passe autour de la mort. Donc les gens qui vont peut-être mourir, accueillir les familles, leur expliquer que même si on fait quelque chose, peut-être que ça va mal se passer. Puis ensuite leur annoncer le décès s'il y a éventuellement un décès. Et donc moi, je me rappelle qu'au moment où j'ai été arrêtée, en fait, je ne supportais plus que les gens meurent. Je ne supportais plus et c'était quelque chose d'un peu absurde pour mon métier parce que des morts, on en a presque toutes les semaines. Voilà.
y a des témoignages très marquants. Donc les moments où on a demandé aux gens de développer un petit peu leurs réponses et pas simplement répondre par oui/non, c'est des questions par exemple sur les toilettes mortuaires. Puis après, sur la question du placement du corps dans la housse. Donc les personnes qui ont répondu dans le questionnaire à la question est-ce que vous avez placé le corps dans la housse, qu'avez-vous ressenti à ce moment-là, sont uniquement des réponses de personnes paramédicales. Beaucoup de gens ont dit il y avait des réticences, j'avais des réticences, un sentiment d'étrangeté, de bizarre. Voilà, le fait de se sentir débordée par le nombre de morts journaliers, donc elles disent quand même que c'est quelque chose qu'elles ont dû faire plusieurs fois par jour, ce qui est rare dans le métier d'infirmière et d'aide-soignante. Hein. Pour moi, juste, il y a vraiment aussi quelque chose de l'ordre de la division sociale du travail. Il y a des professions qui touchent les morts et il y en a d'autres qui ne les touchent pas. Je ne m'en étais jamais rendu compte de cette façon-là, mais effectivement, le médecin touche les vivants, il ne touche plus les morts. Et en fait, les médecins sont peut-être ceux qui touchent le moins les patients. Surtout maintenant. Avant et encore, nous... Ouais, les psychologues, non, bien sûr, les psychologues, ça va de soi. Encore pire. Non, mais ça va de soi. Après, c'est vrai que les médecins, avant, ils utilisaient beaucoup leur sens parce qu'il n'y avait pas les machines. Maintenant, on a les machines, donc on les touche de moins en moins. Même pour attester d'un décès. Je veux dire, tu remets à nouveau des sondes, pour dire, voilà, il est vraiment mort, quoi. On le fait plus là. Ah ouais? Non, on fait pas d'électrocardiogramme. On le fait plus, mais effectivement, quand on est amené à aller constater un décès, on n'a pas envie de toucher le corps du défunt, parce que on passe d'une sensation... c'est très tactile, la mort, finalement. La température corporelle chute rapidement, et prendre la main d'un mort, voilà. On sait qu'on n'a même pas besoin de le voir, en fait. On pose la main et... Mais c'est quand même un médecin qui doit l'attester. Constater, c'est ça. C'est la constatation du décès. Et après, c'est les paramèdes qui viennent et qui font la toilette mortuaire en temps habituel. C'est pareil, quoi. Des housses blanches, comme quand on voit dans les films, hein, le truc où moi, soignante, ça fait 30 ans que je suis soignante et jamais j'ai vu ça et je pensais pas pouvoir faire ça. Je pense que c'est ce qui nous a toutes marquées. Au début, il fallait mettre 2 housses, donc une première housse, le patient, il fallait le mettre tout nu dedans. Le défunt, par contre. Il fallait le mettre tout nu, donc nous, on a refusé de les mettre tout nus, donc on mettait quand même un drap. Pour avoir un respect jusqu'au bout du corps, hein, c'est quand même une personne. Hein. Et du coup, il fallait qu'on nettoie cette première housse avec de l'eau de Javel. Donc je souhaite à personne de le faire parce que c'est horrible de passer de l'eau de Javel sur une housse en sentant un corps en dessous et en connaissant ce corps. Hein. Et remettre une deuxième housse et la fermer, et on savait que plus personne ne verrait ce patient. Je m'appelle Malika, j'ai 51 ans. Je suis aide-soignante en réanimation depuis 10 ans et sinon, ça fait 30 ans que je travaille à l'hôpital de La Fontaine. Je pense que ça a marqué énormément. Moi, c'est ce qui m'a marqué le plus. Hein. Moi, c'est les housses qui m'ont marqué le plus. Mais parce que je me suis dit, on va loin là quand même. On va super loin. Ok, on ne sait pas ce que c'est, mais on demande à du personnel soignant. On n'est pas habilité à faire ce genre de choses. C'est pas notre boulot de base. Hein. Je pense qu'il y a une formation spéciale pour faire ce genre de truc. Ça paraît simple de mettre quelqu'un dans une housse. Mais non, c'est pas simple parce que derrière, il y a des conséquences. C'est de fermer une housse et de mettre l'étiquette et de remettre une deuxième housse. Moi, ça m'a marqué parce que j'en ai fait des choses dans ma carrière. Hein. J'ai habillé des gens, j'ai accompagné jusqu'au bout des jeunes, des moins jeunes. Mais de mettre quelqu'un dans une housse, non, je pensais pas que j'allais faire ça dans ma carrière d'aide-soignante. Mais du tout. Ça paraissait tellement normal pour certaines personnes. Quand on leur disait oui, mais faut la mettre. Ouais, mais viens la mettre toi. Viens la mettre toi la housse parce que c'est ok. Déjà on va jusqu'au bout, on tient la main des patients, on leur fait leur toilette mortuaire. Mais venez mettre quelqu'un dans une housse quoi. C'est pas anodin. C'est bien joli de dire les choses, mais il faut venir le faire. Et ça, personne ne va le faire à votre place, hein. Surtout pas. Et pourquoi ça vous semblait inhumain à ce moment-là de faire ça ? Parce que moi, je me disais, c'est dingue, je vais mettre ce défunt dans une housse, je vais la fermer. Déjà, pour moi, c'était dur parce que je ne le connaissais pas, le défunt, mais je me dis, waouh, tu te rends compte là
Le père, la mère, le mari, la grand-mère, ils vont plus jamais revoir ce visage. C'est nous qui avons vu en dernier les visages. Et pour nous, ça a été difficile parce qu'on s'est dit, on nous demande beaucoup, beaucoup quand même là. On nous demande beaucoup et le fait d'avoir discuté tous ensemble pour cette histoire de photos, ça nous a fait du bien, mais voilà, c'est pour les familles, mais je me dis quand même, non, ils n'ont pas été jusqu'au bout et je ne sais pas si c'était vraiment important de mettre des gens dans des housses, quoi. Maintenant, avec du recul, est-ce qu'il fallait le faire Après, voilà, on ne savait pas, mais peut-être qu'il fallait réfléchir autrement. Peut-être qu'il y avait une autre solution que des housses ou des cercueils ouverts, je ne sais pas, moi. Avec des vitres, là, je ne sais pas quoi, là. Mais pourquoi les mettre dans des housses, je ne sais pas. Ça voulait dire quoi pour vous, à ce moment-là, accompagner jusqu'au bout quelqu'un ? Alors, accompagner jusqu'au bout, c'est quand les patients, ils n'ont pas de famille ou quand rester près d'eux. Rester près d'eux quand on voit qu'il faut extuber, que c'est une extubation terminale. Et on restait avec eux, on leur tenait la main. Et on remplaçait un substitut de famille, quoi. Quand c'était faisable, parce que il y a des jours où c'était difficile, mais nos patients, si mes souvenirs sont bons, et ils sont pas partis tout seuls, quoi, au début. On a fait en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un avec. On a essayé de faire au mieux. Moi, je suis Mariana, AS depuis 2002. Voilà, à l'époque en UAU et aujourd'hui en HDJ en cours. Unité d'aval des urgences, hôpital de jour. C'était le patient du 3, Covid. En fait, c'était plus monsieur ou madame. C'était hyper dur à faire ça. C'était hyper compliqué. Vraiment. Je pense que beaucoup ont dû être marqués. Moi, en tout cas, ça m'a super marqué. J'ai eu énormément de mal à faire ce geste de housse. Horrible. Je pense que l'humanité était perdue à ce moment-là. Faut plus jamais faire ça. Ah ouais, faut plus jamais faire ça. La housse, c'est ça, et en même temps, c'était une mesure de protection pour nous aussi. Donc, mal la juger alors qu'on n'avait pas de recul à ce moment-là, c'est compliqué. Mais bien sûr que c'est déshumanisant. Et même pour nous. J'emploie ce terme que je n'aime pas, mais oui, à un moment, on a l'impression d'être manutentionnaire de défunts et plus agent de chambre mortuaire. On vient chercher un corps, on l'emmène dans un camion, on repart faire autre chose. Quand j'avais 18 ans, je faisais ça avec des colis. On n'est pas censé faire ça avec des êtres humains. Donc oui, c'est déshumanisant en effet. Après, est-ce que dans le fond, ça aide à faire ce qu'on devait faire aussi? Peut-être. Et c'est là, encore une fois, que c'est compliqué à gérer. Parce que s'ils n'étaient pas en housse et qu'il fallait les mettre dans le camion, est-ce que ça aurait pu être encore plus dur de carrément voir la personne? Là, on pouvait se rassurer et se mentir à soi-même en ne voyant pas réellement la personne et en voyant des housses, même si on sait ce qu'il y a dans la housse. Mais on n'a pas le visage de la personne en face de nous. Donc est-ce que d'un côté, ça ne nous a pas aussi aidé à pouvoir faire ce qu'on avait à faire? C'est très complexe. Dans les services, eux, c'est différent parce que c'est eux qui font la mise en housse. Donc et puis ils l'avaient avant, la personne, donc ils avaient eu le temps de voir le visage. Nous, pour faire ce qu'on avait à faire, est-ce que d'un certain côté, c'était pas plus simple de le faire comme ça? Peut-être. Et c'est là que c'est compliqué parce que on se plaint de ça et en même temps, si on avait dû le faire autrement, ça l'aurait peut-être rendu encore plus compliqué. Donc là-dessus, j'ai pas de réponse ferme. Mais par contre, est-ce que c'est déshumanisant? Oui, ça c'est évident. Moi, j'ai été amenée à beaucoup réfléchir, à beaucoup travailler sur cette question parce que ça revenait de façon systématique de la part de mes collègues soignants. Ce qui, évidemment, renvoie à tout un imaginaire qui est un imaginaire du côté du morbide, du côté du médico-légal, du côté vraiment du cadavre, dans ce qu'il a de plus... de plus morbide, je dirais. Donc là, elles avaient à faire ça. Et deuxième chose, mettre dans une double housse
Effectivement, moi, ça m'a amené, la façon dont elles m'en ont parlé, à partir de groupes de parole, notamment que j'ai organisés après la première vague, ça m'a amené à essayer de penser un peu ce qui s'était passé et à proposer, à partir de leurs paroles et à partir de leur expérience, l'idée d'un corps déchet. La question du sac poubelle, la façon dont, par exemple, voilà, il y avait quelque chose de très choquant pour elle qui disait en permanence, mais moi j'avais l'impression de mettre les gens dans des sacs poubelles, et le fait comme ça de mettre cette eau de javel qui venait aussi être du côté de l'effacement, de la disparition. Je m'appelle Sarah Piazza, je suis psychologue en équipe mobile de soins palliatifs et en réanimation à l'hôpital de La Fontaine, à Saint-Denis. Ça vient parler d'un bouleversement des pratiques, dire en fait les infirmières et les aides-soignantes n'intervenaient pas dans ce moment de la prise en charge du corps décédé. Avant le Covid, le corps de quelqu'un de décédé part du service, c'est la personne qui vient de décéder. On est encore d'une certaine façon dans un soin qui est dans un soin de la personne. C'est après qu'il va y avoir la mise, la toilette mortuaire, qu'on va retirer les dispositifs, par exemple les pacemakers. Enfin, tout ça, ça se fait dans un deuxième temps. Ça va vraiment se faire au niveau de la chambre mortuaire. On peut dire que le fait que les soignantes aient à mettre la personne dans la housse, il y a un basculement. C'est paradigmatique, pourquoi aussi ? Parce que ça vient montrer l'espèce de place qu'avait pris la question de la contagiosité, puisqu'on en est venu à nettoyer des housses en plastique à l'eau de javel. Ça prenait toute la place. Et donc, moi, ce que j'ai entendu dans ces groupes de parole, effectivement, c'était la saturation qu'il y avait par ces histoires de housses, parce que je crois que cet acte-là est venu symboliser ce qui était absolument insupportable. Avec cette idée que quand elle fermait la housse, je pense qu'elle a été un geste traumatisant parce qu'elle savait qu'elles étaient les dernières à voir le corps. Ce qui est une responsabilité incroyable quand on y pense. Après, il y avait une belle organisation aussi, parce qu'il y avait des internes ou des médecins ou des collègues l'après-midi qui appelaient les familles pour rassurer ou non. Je ne peux même pas dire qu'on pouvait rassurer, mais au moins pour donner l'état du moment à la famille. Voilà. Je ne pense pas qu'on rassurait, mais au moins peut-être qu'ils nous avaient au téléphone, c'était déjà quelque chose. Donc en discutant avec la psychologue du service et en discutant tous ensemble, on a discuté d'une solution en prenant une photo des défunts avec un appareil photo que la psychologue nous avait mis à disposition avec l'accord de chacun, sans forcer le personnel. Ceux qui voulaient, ils le faisaient. Ceux qui ne pouvaient pas le faire, ils ne le faisaient pas. Donc du coup, on s'appliquait à faire des jolies photos. Ouais, on est arrivé là, à faire des photos, à mettre des gens dans des housses, à faire des photos de personnes décédées. Là, j'en rigole, mais c'est compliqué. Il valait mieux en rire que ce qui nous arrivait d'en rire parce qu'on voulait avoir le meilleur angle, la lumière. On était vraiment arrivé à ça pour que les familles, il leur reste ça, quoi. Il reste cette photo. Et en retour, la psychologue, donc avec les familles, pareil, hein, s'ils voulaient les photos, elle leur envoyait. Et on a eu des retours formidables, même 1 an après, de remerciements, parce qu'ils ont pu faire un deuil. Et parce que c'est important pour certains de faire un deuil et de voir cette photo et de voir un joli visage, qu'on faisait en sorte que tout soit joli autour. On met bien les draps, on met bien on veut des draps propres, des cheveux bien coiffés, les patients on les rasait avant, donc oui, une jolie photo, oui, pas avec un visage marqué. On essayait, parce qu'en plus pendant cette période on mettait énormément les gens sur le ventre, donc ils étaient marqués. Donc on faisait en sorte de ne pas trop voir les marques et de faire quelque chose de présentable et un bon souvenir, comme quand ils nous les ont laissés, nous il fallait que la photo elle soit pareille. Et donc on a eu énormément de remerciements derrière. Ouais. Mais ça devait vous prendre un temps fou alors que tous les lits étaient occupés, blindés. Oui, mais c'était notre façon à nous aussi de dire on a fait quelque chose de bien. Ouais, je sais pas si ça se dit, je sais pas, mais c'était notre façon à nous d'apaiser un peu nos esprits parce que voilà, c'était important. Ouais, c'était important pour tous.
Au début, il y a eu des gens qui disaient « Ah non, on va pas faire ça ». Et en fin de compte, je pense que ça a apaisé beaucoup d'esprit de faire ça et de savoir que derrière, il y avait un remerciement et que c'était important pour tous. Et je pense que oui, il y en a pas mal qui ont joué le jeu. Vous, quand il y avait un patient qui décédait, en tant qu'infirmier, Edison, c'était quoi votre rôle ? Le même qu'aujourd'hui. Le patient, il était parti et il fallait prendre soin du corps. Essayer de le rendre présentable, même si notre circuit habituel, c'est le patient décède, on lui fait sa toilette mortuaire, on le couvre et généralement, on laisse les familles venir les visiter. Et puis, passé un certain temps, on appelle l'équipe qui vient récupérer le corps, l'équipe de la chambre mortuaire, pour récupérer le corps et le mettre justement en casier réfrigéré, si je peux dire ça comme ça. Et là, c'est devenu encore plus important et encore plus fort de devoir rendre les patients, je ne sais pas si le terme est approprié, beaux et présentables. Parce qu'en fait, on savait que pour beaucoup, au départ, en fait, ils allaient voir personne d'autre. Et donc, ils étaient morts seuls dans leur chambre. Quand je dis seul, il y avait nous, soignants, mais nous n'étions rien pour ces gens-là. Et donc, notre rôle là, c'était vraiment de respecter le plus possible les personnes qui décédaient, qui partaient, pour rendre hommage déjà à leur personne, mais aussi à leur famille qui ne pouvaient pas les voir. Et je sais que ça nous est arrivé à plusieurs reprises de nous dire, parce qu'on a cette expérience pour certains soignants, beaucoup même, de nous dire que on connaît certaines coutumes, et donc en l'absence des familles, on peut un peu les respecter. Alors moi, je suis originaire des Antilles, je suis chrétien de confession, même si je pratique pas forcément ou autre. Et donc dans mes collègues, il y a des musulmans, il y a des Indiens, etc. Et je me souviens avoir demandé à plusieurs reprises à soit mes collègues, s'ils étaient présents, aides-soignants ou infirmiers, soit à un des garçons, donc quand je dis les garçons, c'est un de nos logisticiens, qui est musulman de confession, s'il pouvait rentrer dans la chambre et prononcer les quelques mots qu'ils prononcent quand une personne s'en va chez eux. Et en fait, c'était fait. On se respectait tant que possible et quand on pouvait, on le faisait. On demandait aussi parfois aux familles de nous dire ce que les personnes aimaient. Moi, je sais que j'ai fait des toilettes mortuaires en écoutant du Marvin Gaye parce qu'une famille m'a dit que c'est ce que la personne elle aimait écouter. J'en ai fait une autre qui m'a aussi particulièrement touché parce que c'est un monsieur dont on s'est occupé pendant longtemps et qui nous a demandé beaucoup de temps, beaucoup de soins. Et il s'avère que c'était le conjoint d'une amie à ma mère. Et donc, ma mère me demandait souvent des nouvelles que je n'osais pas lui dire, enfin lui donner, ou que je ne donnais vraiment que partiellement. Et en fait, quand la personne est partie, comme j'avais un peu connaissance de la famille en question, je me souviens d'avoir fait la toilette mortuaire en écoutant un style de musique qui est propre à chez eux, c'est du compas. Et en fait, cette toilette s'est fait comme une soirée. C'est littéralement ce que je voulais dire, comme une soirée dans la joie et la bonne humeur, alors que la personne était partie en fait, était juste partie. Ça sonnait comment le compas à ce moment-là ? Ça sonnait comment ? Ça sonnait comme percutant. C'est le terme que j'employais. C'est difficile à expliquer, c'est un rythme beaucoup de basse et de guitare sur des rythmes un peu, c'est moi ce que je veux dire, de zouk accéléré, mélangé un peu à un style un peu lambada mais du coup ralenti. donc ouais, c'était de l'ambiance, mais une ambiance percutante parce que au fond de nous, voilà, on savait qu'on avait la personne en l'occurrence qui était partie.
l'heure avec d'autres collègues, le fait de vouloir absolument se dire on va tourner, on va mettre les mains dans cette position, ou tiens on va essayer de tourner la tête de ce côté-là parce que chez eux ils font ça, ou alors il y a un truc aussi que j'ai fait une fois, c'est attacher les doigts d'une personne, mais je me souviens que je savais plus c'était lesquels, et encore aujourd'hui je sais plus lesquels. Je crois que j'avais fait index majeur parce que chez certains Indiens, lorsqu'une personne part, ils attachent certaines parties. Et on m'avait dit, chez nous, on a des rituels, etc. Et je me souviens de ne pas avoir eu, moi, la description du rituel, mais d'avoir, du coup, m'être souvenu, d'avoir cherché sur Internet. Mais c'était des trucs que je faisais en me disant, j'ai envie de respecter le corps de la personne, et d'autres collègues le faisaient, mais je ne savais pas si je faisais bien forcément parfois. À ce moment-là, mon objectif, c'était juste le respect au maximum. Ça veut dire que, et vous êtes plusieurs à me le raconter, que en fait, à ces périodes-là, vous prenez en charge, à la place des familles, l'espace du rite après le décès d'un défunt. Exactement. Après, ce qui est bien aussi, c'est l'hôpital public. La France, c'est qu'on est des équipes multiculturelles. Donc ça veut dire qu'en fait, moi, mes collègues musulmanes, elles connaissent les rites, comment ça se passe. Donc, comme je vous dis, on pouvait mettre des sourates, on pouvait mettre... Une, elle te dit, oui, si c'est toi qui rentres dans la chambre, tu peux lui mettre ça, tu peux mettre ça. Nous, pareil, on connaît un peu nos rites à nous. Donc... Mais comment dire, vous avez des patients, beaucoup, ne parlent pas notre langue. On connaît d'où ils viennent ou leur origine et tout. Et des fois, Google, c'est mortel. Hein. On y va, musique indienne, musique portugaise, musique italienne. Et on y va. Et des fois, ça suffit. Hein. Ça leur met juste un peu de... Et le moment se passe et c'est bien. Donc... Et c'est des sons à chaque fois. Ouais. Quand il y a la barrière de la langue, je pense que... Et en plus, la musique, tout, je pense que ça met tout le monde d'accord. Hein. Alors après, c'est beaucoup de par geste, avec des pouces, ou alors ils te demandent autre chose comme musique. Après, on tourne et puis on les remontre et ça fonctionne super bien. En fait, ouais, c'est ce qui reste, c'est que parfois on a ces souvenirs-là, c'est les bruits, les sons, les choses qui sont dites dans ces moments-là. Il y a eu parfois des épisodes, des toilettes mortuaires comme ça, en musique, qui ont été tellement touchantes que je me souviens voir des collègues sortir de la chambre parce que trop poignantes. Je me souviens d'une toilette où, ne sachant pas quel rituel pouvait être mis en place ou respecté ou autre, moi j'avais lancé des prières musulmanes pour la personne, et en fait d'avoir cette musicalité, ces sourates, parce que ce sont des prières chantées qui étaient peut-être trop parlantes, et ma collègue qui s'excuse et qui me dit je peux pas, je sors, et du coup moi j'acquiesce tout simplement en lui disant est-ce que tu veux que j'arrête. Elle me dit non n'arrête pas, c'est cool, c'est juste que pour moi c'est difficile, et du coup qui donne le relais à notre collègue et on finit tranquillement. Mais ouais, c'est ces trucs qui restent, et parfois quand on repense à ces périodes, c'est vrai que ça nous arrive d'en reparler. Des fois, ouais, ça revient comme ça à l'arrache, ou alors quand on a des situations très particulières avec certains patients, parfois des patients qui arrivent et qui ressemblent trait pour trait à des personnes dont on s'est occupé quand on avait le Covid. Parce que ça, c'est un truc aussi qui est assez impressionnant, c'est que dans notre vie de soignant, il y a des visages qui nous marquent plus que d'autres. Et pareil, pendant le Covid, il y a des visages qui nous ont marqués plus que d'autres. Et moi, je sais qu'il y a peut-être 3 visages qui sont dans ma tête. Pourquoi? Je ne saurais pas. Il y en a peut-être 2, je sais. Le premier, c'est le monsieur haïtien dont je vous parlais. Je n'oublierai pas son visage, parce que c'est fou, parce que de son vivant, je ne le connaissais pas, mais je connaissais sa compagne. Et la petite dame maghrébine, pour lesquelles on a mis les sourates dans la chambre, et ma collègue a dû sortir. Pareil, je me souviens de son visage, mais je me souviens de son visage aussi parce que la famille nous demandait de toujours garder son petit foulard qu'elle avait sur la tête. Et une autre personne, parce que relativement jeune, et non, encore une 4e personne. J'ai aussi le visage d'une 4e personne parce que... une dame chambre 18 pour qui on a fait beaucoup de choses en espérant que ça fonctionne, et qu'on a perdu, et pour lequel ça a été quand même vachement difficile parce que cette dame, elle laissait derrière elle 2 enfants, 2 garçons, dont un jeune adulte et un autre encore adolescent,
Pour qui ça a été vachement difficile, et elle aussi, pareil. Étrangement, je me souviens de son visage. La traversée, épisode 2, Disparaître. Avec la musique originale de Pierre Chaffinjon. Prise de son et écriture, Sarah Lefebvre. Réalisation et mixage, Brice Andlauer.